Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va le rappeler, la Macronie chancelle, mais rien ne tombe. Et pendant ce temps, l'Assemblée s'enlise dans ce qu'on appelle le marathon budgétaire. PLF, PLFSS, 49.3 en embuscade, la censure en menace. Pour l'instant, ce qu'on retient, il y a plein d'autres choses, on va en parler bien sûr, c'est la suspension ou le décalage, le gel des retraites. PS a voté pour et les filles a voté contre. Alors que vaut cette suspension? Est-ce que c'est une véritable victoire sociale ou c'est juste une manœuvre politicienne? On va tenter d'y répondre avec nos deux invités. Paul Hellec, vous êtes doctorant et chroniqueur régulier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis avec vous, l'essayiste Mathieu Slama. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est l'heure de l'entretien. Alors avant de parler de ce décalage entre le PS et LFI, on va bien évidemment y revenir largement. On parle tout d'abord d'une suspension de la réforme des retraites, d'autres d'un simple décalage, mais concrètement, Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est plus un gel temporaire finalement? Non, moi je suis persuadé de croire qu'il s'agit d'un décalage. Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a d'une part ce qui a été discuté dans le PLFSS et d'autre part l'article, le député communiste Nicolas Sansu le faisait remarquer, l'article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale, c'est l'article qui fixe l'âge auquel on part à la retraite. Et cet âge, c'est de 64 ans et il ne bouge pas. Il n'y a pas de modification de 64 ans qui était le cœur de cette réforme. Et tout l'enjeu, c'était que cette question des 64 ans n'avait pas été votée à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui a été discuté dans le cadre du PLFSS, c'est une forme de calendrier de son application. C'est, en précision, l'article 45 bis du PLFSS qui essaye de montrer comment on pourrait modifier l'application de cette réforme, qui donc n'est pas abrogée, pas suspendue, et qui va concerner certaines générations. En gros, ce qui a été voté, c'est le fait que les générations nées entre 1964 et 1968 vont connaître un léger décalage de l'application de la réforme, ce qui vont en gros gagner 3 mois. 3 mois dans leur départ. Et ensuite, la question est de nouveau compliquée, c'est qu'en dehors des technicités sur les modifications de code, etc., c'est qu'on ne sait pas véritablement combien de personnes sont concernées. Le gouvernement refuse de répondre. On a une avance sur un certain nombre de chiffrages, sur combien d'argent ça représenterait. Et le problème, c'est que si on regarde le chiffrage de combien ça coûte en fonction des années, par rapport à, par exemple, ce que représente une pension moyenne, médiane de retraite, on se dit que les chiffres avancés montrent que ça concernera quand même finalement peu de monde. Les calculs qui ont été faits par différentes organisations... C'est 6 à 8 milliards, il me semble. Alors, c'est ce que ça va coûter, c'est ce qui a été dit par le ministère des Finances. Effectivement, mais en gros, l'idée, c'est que pour eux, c'est de voir sur les 2 prochaines années jusqu'à 2027, en remettant la question du financement pour après 2027 à la présidentielle, en disant la présidentielle devra trancher ce débat. Et là, on parle de très peu d'argent, je ne sais plus exactement, quelques centaines de millions pour les prochaines, puis ensuite 2 milliards. En gros, c'est ça, le débat avant la présidentielle. Et si on regarde, en fait, ça ne représente pas énormément de monde, puisque une pension médiane de retraite, c'est 20 000 euros annuels, donc environ 1 600 euros. Alors, c'est une médiane, c'est pour essayer de regarder, voilà. Mais si on regarde et qu'on divise par les prévisions budgétaires, arithmétiquement parlant, ça ne peut pas concerner plus de 70 000 personnes. Donc, voilà, la question, c'est qu'en fait, on a un geste technique, encore une fois, on essaye d'étouffer le débat derrière une question de technique, mais il n'y a pas d'abrogation, il n'y a pas de suspension, il y a un décalage très faible de sa potentielle application, mais du coup, une validation du fait que la retraite, c'est bien 64 ans en France, même si ça n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Oui, Mathieu Slama, c'est vrai que le texte ne revient pas sur le principe de recul de l'âge, il ne rétablit pas les 62 ans. Vous êtes d'accord avec Paul Hellec, je vous voyais acquiescer, oui. C'est juste un décalage finalement. Oui. En fait, le gouvernement donc, a publié sa lettre rectificative dans laquelle donc, est inscrite cette suspension, comme ils disent, de la réforme des retraites. Mais je suis d'accord, ce n'est pas du tout une suspension, c'est un gel, un décalage qui s'arrête si j'ai bien compris, si j'ai bien lu cette lettre rectificative, qui s'arrête au janvier 2028.
Donc en fait, il y a déjà dans cette pseudo-suspension qui n'en est pas une, le principe même d'une reconduction de cette réforme en début 2028. Donc ça n'est pas du tout une suspension. D'une part, ça n'est pas une suspension. Et ensuite, en effet, je trouve que c'est en fait un texte qui, d'une certaine manière, valide le principe de la réforme des retraites à 64 ans. Et le fait est que les 64 ans, on ne revient pas dessus. Donc c'est, pourquoi autant de bruit alors ? C'est en fait une manière pour le gouvernement de faire croire au Parti socialiste, enfin à la gauche donc, et au Parti socialiste qui a voté pour, qu'ils ont fait une concession énorme, ils ont fait une concession incroyable. Donc ça voudrait dire mais moi je voudrais dire quand même que si on remet en perspective, les concessions, si on refait le film un peu de ces dernières semaines, c'est pas grand-chose, quoi. C'est vraiment un décalage de la réforme des retraites qui ne revient pas à l'essentiel. C'est pas de taxe Zuckman, c'est pas de retour de l'ISF, c'est pas de hausse du SMIC, c'est rien, en fait. Et je pense qu'il faut je pense qu'on va y revenir, mais que la gauche, le Parti socialiste a fait une erreur dans cette histoire. Il n'y a pas de concession. Il y a des miettes qui sont accordées à la gauche pour permettre au gouvernement... C'est François Ruffin aussi qui parle de miettes avant le... Oui, mais je crois qu'il a voté pour, lui. Oui, il a voté pour. Il s'est abstenu ou il a voté pour? Non, il a voté pour, mais il parle de miettes. Je pense qu'en votant pour, on fait une erreur stratégique parce qu'on valide cette stratégie qui est en fait purement stratégique, qui consiste simplement pour le gouvernement à survivre et à faire croire qu'ils évoluent dans le temps. Et j'ajoute qu'après, ça va passer au Sénat. On ne sait pas ce qui va se passer au Sénat. Ensuite, il y a la commission mixte paritaire. Donc, tout ça est très incertain et je pense que le Parti socialiste a fait une erreur stratégique en votant pour cette suspension qui n'en est pas du tout une. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut prendre un pas de recul et regarder un peu les événements, comment ils se sont annoncés. Je rappelle que le Parti socialiste avait déjà été le dindon de la farce volontaire de fausses négociations avec François Bayrou. Que François Bayrou s'était obtenu une forme de sursis grâce à la mise en scène d'une forme de négociation. Négociation de la part du Parti socialiste qui consistait à demander quelque chose, ne pas le recevoir, demander moins, jusqu'à ce que le gouvernement fasse semblant de leur accorder quelque chose, pour qu'en final, ils n'obtiennent rien, ou que la farce étant révélée au grand jour et auprès de la population, ils se sentent obligés de voter la censure qu'ils avaient refusé de voter à plusieurs reprises, plus de 6, pour ne pas apparaître pour ce qu'ils étaient, encore une fois, les dindons de la farce. Et donc, du coup, que se passe-t-il ? On arrive sur une rentrée sociale un peu particulière, avec 2 dates. Une impulsée d'un mouvement en dehors du monde syndical, ou en tout cas en poussant les structures syndicales à se positionner sur une date, c'était la fameuse date du 10 septembre, suivie d'une autre date, très franchement embrassée par les syndicats, et qui faisait la jonction entre cette mobilisation populaire et, de l'autre côté, le milieu syndical. Et avec l'idée d'une pression, une pression sur la censure du gouvernement, qui s'est soldé par, encore une fois, une espèce de farce macroniste dans laquelle on nomme M. Lecornu 14 heures plus tard, il n'est plus membre du gouvernement, mais on le renomme. Et dans cet interstice, le Parti socialiste fait quoi ? Fait de nouveau le choix de mettre en scène faussement une forme de négociation avec le gouvernement. Donc c'est ça le contexte, et en fait on l'oublie en se focalisant sur tel moment du débat, etc. Mais c'est ça le contexte des 6 derniers mois, à savoir un Parti socialiste qui court après la Macronie. Alors un Parti socialiste qui court après la Macronie, ce que vous dites, Paul, il y a aussi un Parti socialiste qui a négocié non pas que la retraite, mais la taxe Zuckman. Avec Lecornu, c'était M. Faure et M. Vallaud-Belkacem qui se sont entretenus avec le Premier ministre, parce qu'au début, ils ont bien compris qu'il allait avoir un rejet de la taxe Zuckman, donc ils ont proposé une version allégée. La taxe Mercier, elle aussi, a été rejetée. Mathieu Slama, quelle lecture en faites-vous ? Alors j'en fais 2. La première, c'est que ce gouvernement et le bloc central, cette espèce de minuscule majorité qui n'en est pas du tout une, ne refuse absolument à 100% de taxer les riches, et refuse de changer de politique économique, qui est une politique de l'offre qui profite aux grandes entreprises et aux plus riches de ce pays. Et ça, ils tiendront jusqu'au bout sur cette ligne parce que c'est une idéologie. C'est l'armature idéologique, architecturale, je ne sais pas comment dire, du macronisme, qui consiste à dire que le pays tient grâce à ses plus riches, et que plus il y a des gens riches, plus les riches sont riches dans le pays, plus c'est bon pour le pays.
on voit l'inverse, puisque en fait, depuis 10 ans, on voit que les riches n'ont jamais été aussi riches, et le pays lui-même s'appauvrit. Donc cette idéologie, c'est bien le terme, est contredite par les faits, mais les macronistes s'y rattachent de manière obsessionnelle et irrationnelle. Donc, ils ne veulent pas changer de politique économique, et pour eux, la taxe Zuckman est une hérésie. Il faut voir dans les débats parlementaires et les débats télévisés après, il faut voir comment ils parlent de la taxe Zuckman comme quelque chose d'épouvantable qui va mettre le pays dans la ruine. On parle d'une taxe de 2% sur 1800 foyers fiscaux qui ont des patrimoines de 100 millions d'euros et plus. C'est misérable sur l'impact sur ces grandes fortunes. Mais pour eux, c'est impossible. Et le Parti socialiste, moi, je ne comprends pas sa stratégie. Je ne comprends pas leur stratégie de négociation. Olivier Faure, il y a quelques semaines, était sur France 2 le matin pour dire que c'était taxe Zuckman ou censure. Finalement, il n'y a pas de taxe Zuckman, ils n'ont pas censuré. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, le Parti socialiste. Ils disent, on a des lignes rouges. En fait, à chaque fois, ils reculent sur les lignes rouges. Comment ? Ils attendent quoi, alors ? Mais en fait, je pense qu'ils ne veulent pas censurer, tout simplement. Ils ne veulent pas retourner aux urnes. Et en fait, le problème, c'est que dans ces stratégies, ils avalent de plus en plus de couleuvres de la part du gouvernement, mais jusqu'à accepter un budget qui va être de toute manière effroyable. Donc, d'un point de vue moral, tout ça est désastreux, mais je pense que d'un point de vue stratégique, le PS fait une grosse erreur parce qu'ils vont se mettre à dos le restant d'électorat qui leur reste. Avec ces stratégies qu'on ne comprend plus. Enfin, honnêtement, moi, je ne la comprends pas, en tout cas. Alors, on me dit dans l'oreillette que je me suis trompée. C'est pas Boris Vallaud-Belkacem, c'est Boris Vallaud, c'est son épouse, Najat Vallaud-Belkacem. Je crois que j'avais envie que les hommes portent le nom de leur femme. Désolée. Alors, justement, donc, PS a voté pour cette suspension ou décalage. LFI a voté contre. On va justement voir ce que le PS en a dit. Écoutez. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape et que désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé et ce débat-là ne disparaîtra plus de nos écrans. Il sera un des débats majeurs de l'élection présidentielle de 2027. C'est à ce moment-là que les Français auront à nouveau la parole pour savoir s'ils veulent encore reculer davantage l'âge légal de départ à la retraite. Je pense à ce que dit Édouard Philippe, par exemple, ou s'ils souhaitent que nous en revenions à ce qu'était la réforme à la fois Hollande et Touraine, retour donc à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite. C'est un moment important parce que c'était évidemment une grosse difficulté. Il y avait un tabou qui n'avait pas été levé jusqu'ici et je regrette que toute la gauche n'ait pas fait l'effort de le comprendre. Je regrette que les insoumis, qui auraient dû se réjouir du fait qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de femmes et d'hommes pourront partir plus tôt, aient fait le choix de voter contre. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ou une femme de gauche puisse appeler à voter contre un progrès social. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent, dans leur désir de grand soir, accepter l'idée de voter avec la droite la plus rétrograde et accepter de se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées jusque-là. Et voilà ce qu'a répondu LFI. J'ai rarement vu une avancée sociale se faire en faisant payer des retraités et des malades. Donc si c'est le cas, soit on n'a pas la même définition de l'avancée sociale, soit on n'a pas la même définition de l'avancée ou juste du social, je ne sais pas. Mais clairement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, puisque ce qu'ils ont voté aujourd'hui, je le répète, c'est un calendrier de départ à 64 ans. Et ils l'ont fait en mettant en contribution soit les malades, soit les retraités. Inacceptable. Vous mettez en avant quand même le vote sur la CSG, le patrimoine, tout ça. Vous l'avez vu ça ? Ah ben bien sûr qu'on l'a vu, c'est notre amendement qui est passé, donc un petit peu qu'on l'a vu. Vous avez raison. Bien sûr, on l'a vu, mais quand ça a été voté, ce qui avait été annoncé sur le moment, c'est que cette CSG patrimoine financerait l'assurance maladie. Donc il faudrait savoir, quand on rajoute 3 milliards d'euros dans la caisse, on ne peut pas nous dire ça financera la famille, l'autonomie, la maladie, les pensions de retraite. C'est une blague. Ils nous ressortent toujours le même truc. En réalité, ce qui se passe, et d'ailleurs la ministre l'a dit tout à l'heure, elle a dit tout à l'heure que le projet du gouvernement, c'était soit de faire payer les retraités, soit de faire payer les mutuelles. Mais elle n'est même pas revenue sur ce que vous dites là à l'instant, ce qui indique bien que le gouvernement aura fait son choix et s'alliera avec le Sénat pour ponctionner les assurés sociaux. Paul, je vous ai vu rire pendant que Olivier Faure prenait la parole. Bien sûr, parce que d'abord, c'est un mensonge. Encore, il parle de centaines de milliers de personnes. Les chiffres ne suivent pas et il oublie un détail.
qui est que, encore une fois, aussi, ça concerne les gens qui sont, qui ont le bon nombre d'années de cotisation, d'annuités de cotisation. Or, de fait, les réformes successives vont allonger ce nombre, ce qui rend difficile de partir, parce que les gens ne partiront pas à cet âge, tout simplement pour ne pas subir des décotes importantes sur leur retraite, qui sont déjà d'un niveau qui n'est pas satisfaisant. Mais il ment parce qu'il se trompe dans les calculs, ou il ment volontairement parce qu'il souhaite quelque chose? Je pense qu'il ment volontairement parce qu'ils veulent dissimuler un geste, qui est que, en venant au secours une nouvelle fois d'un gouvernement macroniste minoritaire, après Bayrou, désormais le Cornu, ils annoncent un geste qui est terrifiant à gauche, qui est plutôt Macron que le Front populaire. C'est ça que dit le Parti socialiste. Et on pourrait se dire, est-ce si surprenant? En vérité, si on regarde, parce qu'il l'a dit, la réforme d'avant qui avait mené la retraite à 62 ans, c'était quoi? C'était une réforme du Parti socialiste. Et quand on regarde l'histoire du Parti socialiste, c'est une histoire antipopulaire, contre les employés et les ouvriers. Vous savez combien d'employés et d'ouvriers ont voté pour le Parti socialiste à la présidentielle précédente? Je ne peux pas vous dire, parce que le faible est tellement score que les échantillons ne sont même pas représentatifs. C'est à ça qu'était rendu le Parti socialiste. Alors vous estimez que LFI et PS, ça n'a rien à voir. Pourquoi comment, à un moment donné, ils ont réussi à s'unir au sein du NFP, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux partis complètement différents? Mais c'est très simple. La question de la NUPES comme du NFP, c'était des accords électoraux, notamment face à un risque de l'extrême droite arrivant aux responsabilités, sur la base d'un rapport de force. Ce rapport de force était l'élection présidentielle, dans lequel la bataille à gauche avait été tranchée de façon radicale. 6% pour le Parti socialiste en 2017, moins de 2% en 2022. Il s'agissait donc pour le Parti socialiste de signer ou périr. Donc c'était juste une union électorale. Est-ce qu'on peut penser qu'il y en aura une autre, puisqu'on arrive bientôt à l'élection présidentielle? Bien sûr, parce qu'en fait, en termes de tactique, en termes de réflexion politique, les positions absolues ont généralement mauvais sort. Parce que la politique, c'est réagir à une situation concrète et trouver dans un moment de contrainte, dans les rapports de force existants, la meilleure situation, la meilleure possibilité pour obtenir quelque chose. Et d'ailleurs, le peuple de gauche avait très bien compris que s'il y avait des volontés d'unité, c'était pour pouvoir souder à un moment, dans un moment de faiblesse, dans un moment où on avait vu face à l'extrême droite, de faiblesse au sens de face à l'extrême droite et face à l'offensive des gouvernements précédents, un moment d'unité, mais pas une unité sur n'importe quoi. Et c'est ça la question. On dit, mais ils ont l'air très différents aujourd'hui. Ils sont différents dans le sens où il y en a un qui a renoncé à son programme. Ils ont validé la retraite à 64 ans. Et on pourrait parler, parce que là ça a été technique un peu dans les réponses, mais on peut regarder dans le détail les dépenses de l'assurance maladie également. Là, il y a eu des sabres et des gens qui vont payer, qui sont les assurés, les malades. Mais je vais laisser Mathieu parler parce que je parle déjà. Oui, vous dites que le PS a voté la retraite à 64 ans. Certainement, eux diront le contraire et attaqueront LFI. Je vais revenir sur ce qu'a dit Paul. Cette union électorale du PS et du LFI et de LFI, est-ce que c'est encore possible? Ou vraiment la rupture, elle est consommée? Je pense que là, on atteint la rupture. À mon sens, alors c'est toujours compliqué à dire parce que lors des élections, quand l'extrême droite est au port du pouvoir, la gauche a toujours une tendance à s'unir, notamment au deuxième tour, et qu'un front républicain est toujours possible. Mais là, on a atteint un niveau de rupture qui est sans précédent, en tout cas dans ces dernières années. Moi, je fais l'analyse suivante sur le Parti socialiste. Je pense qu'en fait, on est en train d'assister à la victoire de la ligne Raphaël Glucksmann. Et je pense qu'Olivier Faure, je pense, a renoncé définitivement à sa logique, qui était plutôt une logique d'union en regauchisant le Parti socialiste, qui était comme un parti à la suite de François Hollande, qui s'était beaucoup droitisé, centrisé et droitisé. Et au fond, Olivier Faure renonce à cette stratégie-là pour en fait valider la stratégie de Glucksmann, qui est d'incarner une gauche de gouvernement, je dis bien entre guillemets, une gauche qui renonce à beaucoup de choses, une gauche social-démocrate, qui en réalité une gauche qui fait... Vous estimez qu'Olivier Faure avait de bonnes intentions il y a quelques temps et qu'aujourd'hui il se Moi je pense qu'Olivier Faure est une personne qui n'a pas de conviction. Je dis pas ça, c'est pas méchant, enfin c'est pas très agréable, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui a d'immenses convictions, c'est un bon stratège. Il a fait, il y a quelques années, la stratégie de se regauchiser, parce que Jean-Luc Mélenchon, notamment lors de l'élection présidentielle, a été un peu le personnage qui a recadré la gauche sur son flanc gauche, justement, sur un certain nombre, en tout cas une gauche de rupture. Olivier Faure, stratégiquement, s'est dit on est obligé de donc à un moment, il a couru après Mélenchon et maintenant il court après Macron. Il n'a pas couru après Mélenchon, mais il a suivi un peu cette logique-là, parce qu'il
il a senti que voilà, le peuple de gauche, entre guillemets, si tant est que ça existe, il y avait cette envie d'autre chose. Et là, je pense que la ligne Glucksmann, c'est-à-dire la ligne anti-LFI, c'est-à-dire on veut incarner l'anti-LFI, vu que LFI a été tellement diabolisé, pour 1000 raisons différentes d'ailleurs. Donc, stratégiquement, le Parti socialiste est dans cette logique. On va incarner la responsabilité, la gauche de gouvernement, et donc on revient à la gauche Hollande, en fait. Parce que Raphaël Glucksmann, c'est la gauche François Hollande. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour la gauche, ça, que le Parti socialiste revienne à ça. Et je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que ce qu'a dit le député LFI, là, qu'on a entendu... Adrien Clouet. Voilà, Adrien Clouet, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que il y a, OK, ce gel, ce décalage de la réforme de retraite, mais il va y avoir des contreparties budgétaires. Le gouvernement a dit, on ne va pas abandonner 6 milliards, je crois que le coût, c'est 6 milliards. 6 à 8 milliards. 6 à 8 milliards, donc il faut combler ce trou-là. Et donc il y avait notamment les mesures épouvantables là, de gel des prestations sociales, gel des retraites, doublement franchise médicale, etc., etc. Bon, ça a été annulé par l'Assemblée là. Toutes ces mesures épouvantables, elles ont été annulées lors des débats parlementaires, mais elles vont revenir au Sénat. Premièrement. Et deuxièmement, elles vont peut-être finalement être adoptées lors de la commission mixte paritaire. Et puis, le gouvernement peut aussi les imposer par décret. Donc, il faut aussi avoir en tête que rien n'est fini. Oui, et que surtout, il y a une casse sociale, en fait, qui est associée à ce décalage de la réforme de retraite que le PS n'a pas l'air de prendre au sérieux. Paul. Oui, alors sur la position d'Olivier Faure, je pense qu'il y a un vieux mot du mouvement ouvrier qui parfaitement pourra caractériser la situation et la stratégie d'Olivier Faure. Ce mot-là, c'est le mot d'opportuniste. C'est un vieux mot qu'à l'époque léniniste, on discutait pour désigner les personnes à gauche, ou en tout cas les organisations politiques, qui mettaient en avant leurs intérêts bureaucratiques propres contre l'intérêt du camp social en général. Camp social entendu comme le camp des travailleurs et des travailleuses. Bon, et qui était Olivier Faure, par exemple, pendant le quinquennat Hollande, hein? On nous l'a sorti comme s'il surgissait de l'ombre. Il était vice-président du groupe du Parti socialiste à l'Assemblée, en charge de la traque de ce qu'on appelait à l'époque les frondeurs. Cela dit, c'est-à-dire ces élus, députés qui s'abstenaient et qui ne voulaient pas participer du mouvement général de casse sociale qui était le programme du quinquennat Hollande. Bon, donc cette personne-là s'est ensuite retrouvée, comme par hasard, propulsée devant la scène comme quelqu'un qui voulait refonder, soi-disant, le Parti socialiste sur les valeurs de gauche. Moi, je pense qu'il est très simple de voir dans les faits que cet homme, Olivier Faure, a effectivement joué une carte à gauche, assez finement, il faut le remarquer, hein, assez habilement pour essayer de dire « c'est bon, nous avons fait le bilan ». Que nenni, ce n'était pas vrai sur le fond, hein. Il l'a avancé pour pouvoir retrouver des couleurs. Encore une fois, le Parti socialiste a moins de 2% à la présidentielle. Parti socialiste qui, pendant le quinquennat Hollande, a l'Assemblée nationale, le Sénat, la majorité des régions, une grande partie des grandes villes, et qui se retrouve au bord, hein, de la mort, quoi. Et donc, du coup, il avait besoin de capter une partie de la dynamique qui s'effectuait à gauche sans lui. Donc, c'est juste de l'opportunisme. Et on en a des preuves systématiques parce qu'en vérité, le choix qui est demandé face à soutenir ou non Macron, censurer ou non M. Bayrou, puis M. Lecornu, c'est de choisir entre une option de contestation accentuée lors d'une période de crise politique, c'est-à-dire dire oui, il y a une crise politique, mais la seule solution, c'est d'avancer sur le chemin de la rupture et de provoquer une crise qui permette de rebattre les cartes, ou d'accepter un compromis. Et c'est pour ça que le Parti socialiste, littéralement, à chaque fois, a pris comme opportunité le fait de dire on va continuer à soutenir les institutions de la Ve République qui nous ont fait vivre, on va continuer à soutenir le gouvernement et la politique d'accompagnement de la bourgeoisie et de ses intérêts, plutôt que celui des intérêts populaires. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que, Mathieu Slama, on n'est pas là en train de gagner du temps jusqu'à 2027, finalement ? En fait... tout le monde, beaucoup d'acteurs politiques là sont en mode on survit, on évite des élections pour préparer au mieux l'élection présidentielle. Mais encore une fois, bon, la politique déjà, ça devrait être autre chose que ça. Ça devrait être défendre des convictions, défendre des principes, défendre aussi ses électeurs. Et là, la gauche, en essayant de gagner du temps, parce qu'au fond, c'est ça, ils veulent gagner du temps, parce que s'il y a une élection législative demain, ils se ratatinent complètement. Mais ils sont en train le PS, pardon, le Parti socialiste. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont en train de se couper vraiment très durement avec le cœur de l'électorat de gauche, avec ses compromissions, avec ses mains tendues, et puis surtout, encore une fois, c'est une question bateau, mais est-ce que le PS, pour vous, est encore de gauche ?
C'est une gauche c'est une gauche de concession, et c'est une gauche en fait qui en effet se perd dans une logique de compromis permanente, qui au fond donne le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative possible. Et c'est pas un hasard si cette gauche-là, qui était celle de François Hollande, a fini avec 2 marqueurs qui étaient des marqueurs de droite, c'est-à-dire le libéralisme économique de la loi travail, politique de l'offre, etc., avec le CICE, et le conservatisme, on va dire, de l'idée de déchéance de nationalité, des lois antiterroristes qui étaient assez liberticides, etc. Donc en fait, c'est une gauche qui a quand même beaucoup sacrifié de ses valeurs. Et j'ajouterais une dernière chose juste qui me semble importante dans ces débats budgétaires, et là encore, qui me font dire que le Parti socialiste fait une erreur, c'est que le gouvernement, là, il y a eu un petit scandale quand même dans cette histoire. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler, mais les débats là, sur le PLFSS à l'Assemblée, ils ont été arrêtés. Oui. Par le gouvernement avec... Qui a choisi de l'envoyer directement au Sénat sans finir les débats. 47.1. Donc on n'a peut-être pas eu de 49.3, mais on a eu un 47.1. Et cet article, en fait, ça coupe les débats parce qu'il y a eu 20 jours entre le dépôt du PLFSS et la fin des discussions. Mais un constitutionnaliste, Benjamin Morel, qui est un peu la star des constitutionnalistes en ce moment, moi je l'ai écouté et il nous a dit quelque chose d'intéressant. Il nous a dit qu'en fait, le gouvernement n'avait pas du tout obligation de couper les discussions maintenant, qui pouvaient laisser les débats continuer. Il a envoyé une décision du Conseil constitutionnel qui disait que pour le PLF, le délai de 40 jours n'était pas obligatoire. Il dit donc on peut cette décision du Conseil constitutionnel. Ils ont choisi de couper les débats. Voilà. Donc en fait c'est un choix du gouvernement de couper les débats. Donc c'est encore une fois et c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même une logique anti-parlementaire encore une fois, parce que la réforme de retraite elle n'avait pas été votée par l'Assemblée parce que ça avait été un 49.3 et on revient en fait dans cette logique où on coupe l'Assemblée, on lui met la pression, on l'empêche de débattre sur des choses ultra importantes pour le pays. On n'est pas à quelques jours près. Enfin je veux dire s'il faut des jours supplémentaires pour débattre, il les faut. Donc c'est grave ce qui s'est passé. Ça s'inscrit encore dans une logique anti-parlementaire qui a été souvent choisie par les macronistes et les gouvernements. Paul, très rapidement, oui, parce qu'il nous reste 3 minutes. Parce que vous avez les groupes de gauche, notamment le groupe de la France Insoumise, mais aussi les communistes, qui ont retiré par exemple des amendements hier pour pouvoir permettre l'examen du texte jusqu'au bout et permettre de voter cette partie dépenses du PLFSS. Parce qu'on disait que c'était lent, parce qu'il y avait trop d'amendements, donc ils ont décidé d'en retirer pour gagner du temps. Mais également parce que le Parti socialiste aurait dû voter un texte qui contenait l'ensemble des mesures dont on aurait pu parler plus en détail, mais qui vont toucher les malades et les personnes qui sont assurées. Bref. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, Paul, vous parlez des syndicats tout à l'heure. Est-ce qu'une stratégie syndicale populaire doit reprendre le relais, parce qu'on voit que le débat parlementaire, là, il est un peu bloqué? La secrétaire de la CGT, Sophie Binet, a annoncé que la CGT annonce une date de mobilisation de décembre. Je pense que les syndicats, on l'avait vu notamment pendant le mouvement des retraites, ont encore un poids extrêmement important dans le salariat, une capacité de mobilisation certaine. Je pense que le piège, c'est qu'il faut qu'ils comprennent également qu'ils doivent être en capacité de mettre en avant des actions qui sortent de la folklorisation habituelle des actions et rejouent des stratégies de rapport de force, comme dirait Nicolas Framont. Mathieu Slama, très rapidement, il nous reste vraiment 1 minute. Est-ce que les syndicats français ont encore une force de frappe aujourd'hui? Plus beaucoup. Enfin, je sais pas, moi, les faits nous montrent que plus beaucoup, quoi. Enfin, il n'y a pas de mobilisation d'ampleur. Alors, est-ce que c'est leur force de frappe qui est diminuée, ou est-ce que c'est les Français qui sont apathiques, qui en ont ras-le-bol des débats? Moi, honnêtement, je peux comprendre aussi le ras-le-bol, parce qu'on comprend plus rien. C'est un gouvernement qui démissionne, qui est renommé, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol de tout ça. Donc, c'est un mélange de plein de choses qui fait que c'est vrai qu'il y a une apathie, mais moi, je trouve quand même que les syndicats ne sont pas particulièrement virulent dans la situation de crise dans laquelle on est. Voilà. Mathieu Slama, je rappelle que vous êtes essayiste. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Paul Hellec, vous êtes doctorant, chroniqueur régulier aux médias. On vous présente plus. Merci. Merci.